Alors, produit scalaire et espace vectoriel euclidien, le dernier cours, ouf, cours 9. Je reprends avec fin de la description de grand O2 de R et grand O de E2. Alors, je rappellerai ce que c'est que E2, mais c'est un espace vectoriel de dimension 2. On a dit, et c'est le résultat à retenir, ben, je vais l'écrire en toutes lettres. Qu'est-ce que c'est que SO2 de R? C'est le dernier résultat écrit, c'est l'ensemble des matrices R indice θ quand θ appartient à R, ou quelle est cette matrice R indice θ? Alors c'est ce qu'on appelle une matrice de rotation. Pensez que sa première colonne c'est cosinus et sinus, cosinus, sinus, et la deuxième moins sinus et cosinus. Et d'autre part, O2 de R privé de SO2 de R, c'est-à-dire toutes les autres matrices orthogonales, hein, ça c'est les matrices spéciales orthogonales, les matrices orthogonales de déterminant 1, et les matrices orthogonales de déterminant moins 1, on les avait appelées les S indices phi, où phi appartient à R avec S indice phi égale, alors vous mettez simplement le moins de la deuxième colonne en bas plutôt qu'en haut, c'est-à-dire cosinus phi, ici on a sinus phi, ici sinus phi, mais vous voyez que ça change le déterminant. Cosinus phi, ça change tout, hein. On a dit que grand R indice θ était une matrice de rotation, et on verra dans quelques minutes que S indice phi est en fait une matrice de réflexion. Vous l'avez dit très brièvement. Alors, une proposition avec ces notations. Je laisse volontairement Rθ. Proposition. Ces matrices de rotation ont une propriété particulière. Bon, ben allons-y, hein, quel que soit θ virgule θ prime appartenant à R carré, à votre avis, quand on va multiplier Rθ par Rθ prime, que va-t-on trouver? Non, si ça c'est la matrice de la rotation d'angle θ, et ça la matrice de la rotation d'angle θ prime, la multiplication des deux matrices sera la matrice de la composée. Et quand on compose une rotation d'angle θ avec une rotation d'angle θ prime, on s'attend à ce que ce soit une rotation d'angle θ plus θ prime. Vérifions-le. θ plus θ prime. La preuve, eh bien, il suffit de l'écrire. Rθ, regardez, hop, je vais même récupérer ça. Rθ, on a deux points, Rθ multiplié par Rθ prime égale ça, hop, multiplié par cosinus θ prime, sinus θ prime moins sinus θ prime, cosinus θ prime. Alors, qu'est-ce qui vient ici? Il vient, allez, j'en calcule un et après on fera les autres peut-être assez vite. Cosinus θ fois cosinus θ prime moins sinus θ prime. Est-ce que vous m'avez suivi ce petit crochet là? Hop, c'est une matrice 4-4, hein, on est d'accord? Ça vous va? Alors, je vais peut-être pas tous les faire, ça, c'est quoi? Alors, j'en fais, je vous laisse faire les trois suivants. Par exemple, ici, c'est quoi? Allez, je le fais, celui-là, tiens. Allez, dites-moi ce que c'est, ça, c'est... Sinus θ, cosinus θ prime, plus... Ah, c'est cette ligne fois celle-là, hein, plus sinus θ prime multiplié par cos θ. Et ça, c'est quoi?
Alors regardez, la première colonne, ici on retrouve cosinus de θ plus θ'. Et là, est-ce que vous voyez qu'on retrouve aussi le sinus de θ plus θ'? Je vous laisse faire les deux là. On va peut-être le faire ici. Regardez. Oralement, c'est quoi cette croix là? C'est moins cos θ sinus θ', moins sinus θ cosinus θ'. Vous voyez qu'il y a moins, et les sinus et les cosinus sont mélangés, si j'ose dire. Bon, c'est moins sinus de θ plus θ'. Et le dernier, c'est moins sinus θ sinus θ' plus cosinus θ cosinus θ'. Et ça, c'est quoi? C'est bien le cosinus de θ plus θ'. Conclusion de notre affaire, c'est bien R indice θ plus θ'. Une petite remarque intéressante. Vous savez que les matrices de rotation sont des matrices orthogonales, ce sont donc des matrices inversibles. R indice θ est inversible, appartient à GL2 de R. Je dis que Rθ est inversible. C'est qui son inverse? Grâce à notre petite... C'est vrai, et avec les notations qui sont là. Alors, R indice θ, tu as tout à fait raison, Ilona. C'est à la fois la transposée de R indice θ, mais regardez, d'après ce qu'on a mis ici, c'est la matrice qui multipliée par L va donner identité. Pour quelle valeur de θ est-ce que cette matrice est égale à... Alors, je mets quand même transposée de Rθ, ça c'est vrai, mais ce qui est nouveau, si tu veux, c'est cette égalité-là. Et pourquoi je peux me la permettre? En effet, si je fais Rθ multiplié par R moins θ, ça fait R indice θ moins θ, ça fait R indice 0. Qu'est-ce que c'est que R indice 0? Le cosinus de 0, c'est 1. Le sinus de 0, c'est 0, moins 0, 1. Et ça fait I2. Autrement dit, l'inverse de la matrice Rθ, c'est la matrice R indice moins θ. Donc ça, c'est parce que c'est une matrice orthogonale, et ça, c'est parce qu'elle est particulière. D'accord. Remarque, d'ailleurs, quel que soit K appartenant à Z, R indice de Kpi égale I2. Hein. Ça va? J'ai pris K égale 0, mais c'est... Alors, allons-y maintenant pour la description de grand taux de E3. De E2, pardon. On va commencer par ces rotations. Alors, rotation de E2. Je vous ai dit depuis le début que ça s'appelle une matrice de rotation. On va créer les rotations en disant ce que c'est. Alors, d'abord, E2, je vous rappelle que c'est un espace vectoriel euclidien de dimension 2. On considère ici soit petit f appartenant à SO de E2. Alors, qu'est-ce que SO de E2? Rappel, soit petit f appartenant à SO de E2. Qu'est-ce que signifie ça? Ah non, c'est pas une matrice. Qu'est-ce que ça veut dire que F appartient à SO de E2? On a deux points F à la fois. F appartient à O de E2, et ça veut dire quoi?
C'est-à-dire, tout à fait, c'est un endomorphisme orthogonal, mais c'est-à-dire... Il conserve la norme. Conserve la norme, conserve le produit scalaire, Les BO. conserve les BON. Et en plus, sinon j'aurais écrit soit F appartenant à O2, E2, j'ai écrit F appartient à... Déterminant, Oui, déterminant de F, c'est combien? Égale 1. Alors souvent on appelle ça O plus de... D'accord? Alors finalement, l'idée c'est que les seuls endomorphismes spécial orthogonal ou orthogonal positif de E2 vont être les rotations. Pourquoi? Parce qu'on fixe une base, on fixe bêta égale... Alors très souvent, quand il n'y en a que deux, on fait IJ. On fixe bêta égale IJ, une base orthonormale que je choisis direct de grand E2. On a matrice dans la base de bêta de petit f, puisque bêta est une petite f, et que est une base orthonormale directe, et que f est un endomorphisme orthonormal direct, où est sa matrice? Dans SO2 de R. Donc, il existe quoi? Donc, il existe θ appartenant à R, tel que la matrice dans notre BOND choisie de petit f, c'est R indice θ. Je vous la rappelle encore une fois, c'est jamais mauvais de la réécrire. Cos θ, sinus θ, moins sinus θ, cosinus θ. Tancred, dis-moi si là, nos spectateurs voient. Non, après la barre. Bon, c'est moins sinus θ et cos θ. Bon, l'idée, c'est que on peut se dire, ça va dépendre de la base, et que si on choisit une autre base, on aura une autre matrice. Regardez bien l'idée. Soit maintenant, soit maintenant. On va l'appeler bêta prime, une autre base orthonormale directe de grand E2. Une autre base orthonormale, donc hop. Bon, base orthonormale, vous savez ce que c'est. Et une fois qu'on a choisi que bêta comme base directe, ça veut simplement dire que bêta prime est de même sens que bêta. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de la matrice dans la base bêta prime de petit f? Ah oui, parce que là, j'ai écrit m au lieu de mat. Ça vous gêne ou... Non? Remarque. C'est vrai que c'est un peu long, mat. Hein. Ça, c'est une notation abrégée. Hein. Matrice dans la base bêta de f, c'est mat dans la base bêta de f. Et on notera de même... m dans la base bêta prime de petit f. C'est un peu long d'écrire mat quand même. Matrice dans la base bêta prime de petit f. Donc ma question c'est quel est le lien? Et là, qui me proposait ça c'est Enzo ce matin. Là tu vas pouvoir sortir ce que tu sais, enfin ce que tu voulais utiliser ce matin en faisant le lien entre la matrice sur la base bêta et la matrice sur la base bêta prime. Quelle est la matrice sur la base bêta prime de petit f? C'est avec les matrices passage. Tout à fait. P qui va du coup de bêta prime vers bêta, puisque c'était moins 1 en fait. Ben, si tu veux, on va écrire P égale passage de bêta vers bêta prime. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Alors là, par contre, ça vaut le coup d'écrire ce que c'est. C'est la matrice dans la base bêta de bêta prime. Et pour ceux qui aiment bien les notations complètes, c'est mat dans la base bêta de bêta prime. Alors, avec cette notation que tu viens de choisir, donne-moi ta... Non, mais c'est bien P-1 du coup. Ah bah oui, mais je voulais... Ici, j'écris matrice dans la base. Bêta de F et P. Bêta de F, et ensuite, j'écris P. P.
Alors, a priori, ça change la matrice. Oui, mais regardez bien, comme bêta et bêta prime, sont des bases orthonormales de même sens, puisqu'elles sont directes, qu'est-ce qu'on peut dire de la matrice de passage de l'une vers l'autre? La matrice de passage d'une base orthonormale vers une base orthonormale est une matrice orthogonale. Donc on a d'une part P appartient à O2 de R. Ça c'est parce que c'est la matrice de passage d'une BON à une BON. Ça vous va? Les matrices de passage de BON à BON sont des matrices orthogonales. Et d'autre part, puisque l'une et l'autre sont de même sens, le déterminant de P, c'est-à-dire le déterminant de B' dans la base bêta, hein, de bêta' dans la base bêta, il est strictement positif. Et donc, où est P? Cette matrice P, elle est à la fois dans ON de R de déterminant strictement positif, donc P appartient à SO2 de R. Alors, il existe... P est elle-même une matrice de rotation. La matrice de changement de base est elle-même une matrice de rotation. Donc il existe, je vais l'appeler cette fois alpha appartenant à R, tel que P est une matrice R, alors on va l'appeler R indice alpha, une matrice de rotation. Alors ça fera la quatrième fois, mais c'est pas grave, cosinus alpha, sinus alpha moins sinus alpha et cos alpha. De plus, avec ce que l'on vient de voir, que vaut P-1, c'est R indice. Alors c'est transposé de R alpha, certes. D'ailleurs, Ilona, quand tu m'as dit transposé de R alpha, tu vois que c'est simplement mettre le signe moins là. Mais si tu remplaces alpha par moins alpha, ça ne change pas le cosinus et ça échange le signe du sinus. Donc la transposée de moins alpha, c'est bien R indice moins alpha. On est d'accord? Donc, P-1, c'est R indice moins alpha. Donc, et on a donc, si on applique la formule de changement de base qu'Enzo nous a rappelé, matrice dans la base bêta prime de petit f égale R indice moins alpha, R indice θ, R indice alpha. Oui, mais d'après la proposition qu'on vient de mettre en place, ça c'est R indice combien? Alors on peut le faire deux fois, hein. D'abord avec ces deux-là, ça fait R indice θ plus θ', puis avec la matrice R obtenue, donc ça fait R indice moins alpha plus θ plus alpha. Et donc ça fait R θ. Mais R θ c'est la matrice dans la base bêta de petit f. Allez, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on change de base orthonormale directe, la matrice de petit f ne change pas. Ainsi, deux points. La matrice de petit f sur une base orthonormale directe de E2 ne dépend pas du choix de cette base. Monsieur ? Oui. J'ai pas trop compris pourquoi le fait que les deux matrices soient de même sens, on a le déterminant de P qui est strictement supérieur à 0. Parce que quand P, c'est la matrice de changement de base. Et la définition de être de même sens, c'est le déterminant de l'une dans l'autre est strictement positif. Mais le déterminant de l'une dans l'autre, c'est le déterminant de la matrice de passage. Okay. C'est clair ça? Pour tout le monde? Bon, alors proposition et définition. Proposition et définition. On a fait la proposition avant la partie définition finalement. Donc, soit f appartenant à
SO de E2, pardon. SO de E2. Il existe un réel θ. Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est unique? Non, mais par contre, il faut qu'il fournisse la même matrice R indice θ. Donc en fait, il est unique modulo 2π. Unique modulo 2π. Unique modulo 2π tel que la matrice de petit f sur toute base orthonormale directe de grand E2 est telle que, il faut que je finisse ma phrase, telle que la matrice de petit f sur toute base orthonormale directe de grand E2, mais l'aspect BOND est très important, hein. Base orthonormale directe de E2 et Rθ égale, et hop, c'est parti pour une 5e fois, ça rentre fort, moins sinus θ cos θ. Alors on dit bien sûr que petit f est la rotation d'angle θ. Alors bon, modulo 2π, parce que si on change à 2π près, on ne change pas d'endomorphisme. Tac. Oui. Du coup, les matrices de passage de BOND à BOND, c'est toujours des spéciales orthogonales. Et les matrices de passage d'une BOND vers une BON pas D, en direct. Ça, c'est une réflexion, du coup. Ah, là, ça c'est spécial, mais parce qu'on est en dimension 2. Mais en dimension n, la matrice de passage d'une base orthonormale directe vers une base orthonormale directe est une matrice orthogonale de déterminant 1, une matrice spéciale orthogonale. Bon, alors finalement, vous voyez que on rappelle que les seules conclusions, hein, les conséquences, tous les endomorphismes orthogonaux dans E2 sont des rotations. Et réciproquement, toutes les rotations sont des endomorphismes orthogonaux directs dans E2. On dit que les endomorphismes orthogonaux directs de grand E2 sont les rotations. Si on note petit r indice θ, l'endomorphisme de E2 tel que la matrice sur n'importe quelle BOND, j'écris M dans une BOND, de Rθ égale grand Sθ. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'ensemble des endomorphismes orthogonaux directs de E2, c'est les Rθ quand θ décrit R. Donc, dans les endomorphismes... Bon, vous comprenez pourquoi? Parce que des endomorphismes, ils sont orthogonaux, si et seulement si leur matrice sur une base orthonormale est une matrice orthogonale. Alors, j'en profite pour donner la notion d'angle. Alors très rapidement, parce que c'est un peu limite du programme, mais allons-y. C'est quand même intéressant. Ah pardon, j'y suis allé un peu vite. Bon. On note petit r indice θ, l'endomorphisme dans la matrice est grand R θ.
Si on note, c'est ça qui vous manque là? On note R θ endomorphisme de E. Si on note petit r indice θ, l'endomorphisme de rente 2 tel que sa matrice sur n'importe quel BOND. Vous comprenez pourquoi j'écris matrice sur BOND? Un peu comme le produit mixte. Vous savez que le produit mixte, si on change de BOND, le déterminant qui donne le calcul ne change pas. Bon, ben, la matrice de rotation, si vous changez de base, ça reste la même. Attention, ça sera faux pour les réflexions. Ce sera faux pour les réflexions, c'est vrai pour les rotations. Très rapidement, parce que là, je vous rappelle, c'est un peu hors programme, mais angle orienté, c'est quand même pas mal de se retrouver avec un peu de géométrie, comme au bon vieux temps. Angles orientés dans E2. Remarquez qu'on peut faire du coup des angles orientés entre deux fonctions ou deux polynômes, du moment que ces fonctions et ces polynômes vivent, si j'ose dire, dans un espace de dimension 2. Donc, soit x et y, deux vecteurs dans E2. Alors par contre, il faut qu'ils soient non nuls, hein, parce qu'on ne peut pas... Pour définir l'angle entre x et y, il faut qu'ils soient tous les deux différents de 0. X différent de 0, y différent de 0. On pose petit u égale 1 sur norme de x fois x. Autrement dit, vous comprenez que c'est le vecteur unitaire qui est collinéaire à x. Et un v, j'appelle v, égale 1 sur norme de y fois le vecteur y. Une proposition il existe un réel unique modulo pi qui est tel que la rotation de U est V. Donc il existe un réel unique, il existe θ appartenant à R unique modulo 2π tel que la rotation de l'angle θ appliquée à U, c'est V, c'est-à-dire, si on veut résumer, la rotation d'angle θ appliquée à 1 sur norme de x fois x égale 1 sur norme de y fois y. Une fois qu'on a cette proposition, alors preuve à suivre. Preuve à suivre. Qu'est-ce qu'à votre avis je donne comme définition? Définition. Pour x et y fixés ci-dessus, le réel θ modulo pi, et on dit que l'angle, orienté x, y est θ modulo 2π. Et θ modulo 2π entre x et y, l'angle orienté entre x et y est θ modulo 2π. Est-ce que vous comprenez qu'on définit les rotations avant de définir les angles? On dit ce que c'est qu'une rotation, c'est un endomorphisme qui a une matrice d'une certaine forme. Et dans ces cas-là, il n'y a qu'un de ces endomorphismes qui transforme le vecteur unitaire construit à partir de x vers le vecteur unitaire construit à partir de y. Et le θ qui est dans la matrice, on dit que c'est l'angle entre les deux vecteurs, ce qui est assez logique. Et on note d'ailleurs comment
Alors ça c'est la définition. Tac, tac. Et la notation c'est, on note, ben, je vais commencer à l'écrire et puis je trouve. XY comme ça. Θ. Modulo de pi, non? Ça vous dit ça? Bah. Bon, la preuve, est-ce que j'ai le temps de le faire? Allez, vite fait. Preuve à venir. Bon, ben, on se place sur une BOND, hein, sur une BOND, sur une base orthonormale directe bêta égale IJ de grand 2. Je vais poser U. Alors U égale lambda 1I plus mu 1J. Et je vais appeler V le vecteur. Alors là, vous comprenez, on va mettre des 2, lambda 2I plus mu 2J. Une remarque, qui sont les coordonnées de... Remarque, je l'écrirai après, mais c'est qui X et Y? X est norme de X fois U, donc ses coordonnées c'est lambda 1 fois norme de X fois I plus mu 1 fois norme de X fois J, et d'autre part Y c'est norme de Y fois V, donc sa décomposition sur la base IJ c'est lambda 2 fois norme de Y fois I plus mu 2 multiplié par norme de Y fois J. Alors, justement, norme de U1 et norme de U2 sont égales à 1. Norme de U égale norme de V égale 1. Donc, ici j'ai lambda 1 au carré plus mu 1 au carré égale lambda 2 au carré plus mu 2 au carré. Alors, vous le savez, peut-être il y a quand même assez longtemps, des réels qui ont cette propriété sont le cosinus et le sinus du même nombre. Ça veut dire par exemple que le point dans le plan classique, hein, orienté avec ici ma base IJ, considérée comme directe, hop, comme ça là, BON, BOND. Hein, je la fais BON et puis D parce que dans le sens usuel. Le point, où est le point de coordonnées lambda 1 mu 1? Il y a quelque part par là, disons M1 de coordonnées lambda 1 mu 1. Pourquoi? Parce que sa norme vaut 1. Oui, donc c'est le cosinus et le... Enfin, ces deux coordonnées sont le cosinus et le sinus d'un angle qui est θ1. Bon, je vais l'appeler alpha 1 plutôt. Alpha 1. Alpha 1. Alpha 1 ici. Ça, c'est, hein, cet angle, c'est alpha 1 là. Alors, alpha 1, c'est la longueur de... Ici, je ne sais pas pourquoi je fais une petite flèche. Hein. Je n'ai pas besoin de petite flèche. La grande flèche est très bien. Alpha 1, c'est exactement la longueur de cet arc paramétré là. Hop, qui est là. Alpha 1. C'est la longueur de cet arc paramétré. Je dis donc que U égale lambda 1 égale cosinus alpha 1 et mu 1 égale sinus alpha 1 où alpha 1 appartient à R. Et de même, les coordonnées de V là sont les coordonnées d'un point situé sur le cercle
de rayon 1 dont l'origine est le point choisi pour représenter le vecteur 0. Donc j'écris lambda 2 égale cos alpha 2 et mu 2 égale sinus alpha 2. Alors, quelle est l'idée? C'est qu'on veut trouver un réel θ. Alors regardez, la propriété c'est il existe un unique réel θ qui envoie l'un sur l'autre. Alors, on va écrire ce que ça veut dire. Pour θ appartenant à R, on veut chercher, hein, c'est une recherche. Ben non. Sûr? Ben, on ne le voit pas, parce que j'ai pas mis le point N2. Je le mets là, si tu veux. Allez, je le mets là. Et voilà. Hop, M2. Lambda 1, lambda 2, mu 2. Et sur le dessin, comme tu dis, je le fais en orange. On part de là et on va jusque là. Allez, alpha 2. Ça te va? Sachant que le M qui est là, attention, parce que c'est toujours pareil quand on surcharge un petit peu les dessins. Il faut faire attention. Hop. Ici, je vais l'écarter légèrement. Ça, c'est le point M2 dont les coordonnées sont lambda 2, mu 2. M2, lambda 2, mu 2. Et ici, alpha 2 appartient à R. Alors, bon, sans surprise, regardez d'ailleurs, quand j'aurai fini mon... Quand j'aurai pu effacer ça, je vais l'effacer. Vous me dites si je peux effacer? Et regardez, je vais profiter de la remarque de Manon pour faire un dessin un peu plus complet. Ici, quelque part, il y a quoi? Ça, c'est le vecteur U. D'accord? Et là, quelque part, il y a le vecteur X. Ça, c'est ce que j'ai représenté là, c'est le vecteur V, et donc proportionnel à lui, mais on ne sait pas comment, c'est le vecteur Y. Et nous, ce qu'on cherche à mesurer, alors vous le voyez peut-être, et là, je vais monter de couleur, en RAW, non, on va en ça là. Notre angle que θ modulo de pi, c'est quoi? C'est celui-là. L'unique réel qui permet d'envoyer U2 sur V, c'est celui-là. Là. Alors, est-ce que vous voyez que c'est alpha 2 moins alpha 1? Parce que maintenant, quand j'ai tracé le orange, là, le alpha 2, c'est tout l'arc, comme ça. Hein. Le alpha 1, il est là. Donc, soit θ appartenant à R, on veut montrer qu'il existe une unique, de façon unique modulo de pi, tel que Rθ de U égale V. Alors ça, c'est ce que vous devez sentir. Maintenant, c'est plus avec des angles qu'on fabrique des rotations, c'est avec des rotations qu'on caractérise des angles. Autrement dit, la rotation d'angle θ, on voit U sur V, si et seulement si la matrice Rθ appliquée aux coordonnées de U donne celle de V. Autrement dit, si et seulement si la matrice cosinus θ, sinus θ moins sinus θ, cos θ appliquée à lambda 1, lambda 2 donne mu1. Alors, non, c'est là qu'il faut que je me concentre. C'est lambda 1, mu1, c'est ça? Et lambda 2, mu2. Autrement dit, ça a lieu si et seulement si cosinus θ moins sinus θ, sinus θ, cos θ appliqué à le lambda 1, lambda 2, c'est cos alpha 1 sinus alpha 1 égale
cos alpha 2 sinus alpha 2, si et seulement si. Alors, est-ce que vous voyez que ça, c'est cosinus θ, cosinus alpha 1, moins sinus θ, sinus alpha 1. Tout le monde voit que c'est cosinus de alpha 1 plus θ. Et en deuxième ligne, c'est ça multiplié par cette colonne. Ça fait cosinus alpha 1, sinus θ. Avec un plus entre les deux, ça fait bien sinus alpha 1 plus θ. Et ici, égale cosinus alpha 2 sinus alpha 2. Autrement dit, ça a lieu si et seulement si. Ben, quand est-ce que deux réels ont le même sinus et le cosinus, et le même cosinus? Quand ils sont égaux modulo 2pi. Autrement dit, quand alpha 1 plus θ est congru à alpha 2 modulo 2pi. Et ça a lieu si et seulement si θ, c'est alpha 2 moins alpha 1 modulo 2pi. Alors, ça vous va? Proposition, et là je n'aurai vraiment pas le temps de la faire si je veux finir le cours 9 dans les... je vous laisse quand même, hein, parce que là j'ai l'impression de foncer. Ça là? Oui, c'est 3 barres. 1, 2, 3. Et là, il y a des parenthèses. Tu veux être... Ça marche? Le dessin vous convainc ou pas? Il n'y a qu'un angle qui permet de passer de... Alors, pas x à y, parce que on peut pas... il n'y a aucune rotation qui envoie x sur y. Hein. Parce que les rotations, c'est des endomorphismes orthogonaux, ça conserve la norme. Vous voyez bien que la norme de x n'est pas celle de y. En revanche, le vecteur normé à partir de x est envoyé sur le vecteur normé à partir de y par une, alors pas unique, mais unique, une rotation dont l'angle est unique modulo 2pi. Oui, c'est vrai. C'est lambda 2. C'est quoi? Lambda 2 mu 2. Merci. Bon, proposition. Tu as bien fait de le dire parce que j'allais l'effacer. Proposition, et là je vous laisse ça en exercice. Proposition. Ça se rajoutera à la fiche de TD. Pour x, y, z. Pour x, virgule, y, z appartenant à E2 au cube, à votre avis, quel est l'angle... Enfin, qu'est-ce que vous pouvez me dire de l'angle orienté entre x et y par rapport aux angles orientés entre x et z et x? X, z, oui, plus z, y. Alors, au lieu de égal, on peut écrire congru modulo 2pi. Deuxièmement, et ça c'est très intéressant, pour x et y, appartenant à E2 au carré, à votre avis, quel est le produit, enfin, on va commencer par le produit scalaire de x avec y. Si tout ça a un sens, et qu'on n'est pas dans le rêve d'un chien, comme dirait Woody Allen, il faudrait qu'à la fin, on retrouve les notions de géométrie qui vous permettaient de faire des produits scalaires dans la physique, quoi, dans la physique du plan. Donc ça devrait être quoi, si tout est cohérent? Norme de x fois norme de y fois
le cosinus de l'angle entre x et y. Eh bien, c'est vrai. Et alors peut-être que ça, vous le saviez moins, parce que vous n'utilisiez pas le déterminant. Hein. Mais maintenant, on peut le dire. Alors ça, c'est quoi? Rappel. Vous utilisiez moins le déterminant, je pense, quand vous faites de la physique. Je dis déterminant, mais j'écris produit mixte. D'accord, mais le produit mixte, c'est quoi? C'est d'être dans une base orthonormale directe de la famille X avec Y. Et si tout est bien, si notre construction des angles à partir des rotations a un sens, ça c'est lambda x fois lambda y fois le sinus de x avec y. Voir ma fin de vidéo qui vous expliquait que ça mesure les aires de parallélogramme. Norme de l'un fois norme de l'autre fois le sinus. Ça vous va? Alors, preuve, on le fera en... Mais elle est bien, réfléchissez-y, hein, preuve, exercice. Exercice de cours. Exercice de cours. Allez, on termine. Vous me dites quand je peux terminer. C'est bon. Alors, la fin du cours, cette fois, c'est sur les endomorphismes orthogonaux qui ne sont pas directs. Donc, appelons ça quatrièmement. Réflexion de Brandt 2. Alors, soit maintenant F appartenant à O2 de R privé de SO2 de R. On peut dire, pour aller plus vite, F appartient à au moins... pardon, excusez-moi, j'ai mis de R. Je parlais matrice, c'est O de E2 privé de SO de E2. On peut aller plus vite en disant au moins de E2 si on identifie au moins à O2 privé de... alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet endomorphisme? Là encore, bêta égale IJ étant une base orthonormale de grand E fixé, on a matrice, alors j'écris pas math, hein, vous avez compris, M dans la base bêta de petit f appartient à S, alors à O2 de R privé de SO2 de R. On peut dire aussi mat dans la base bêta de petit f appartient à au moins 2 de R. Déjà, je ne suis pas bon. Pardon? Non, les endomorphismes, c'est d'accord. Donc, la matrice dans la base bêta de petit f, c'est une matrice de la forme grand S. Elle s'appelle S indice phi, et S indice phi, c'est cosinus phi virgule sinus phi, avec ici sinus phi et moins cosinus phi. Autrement dit, c'est comme tout à l'heure avec les matrices orthogonales directes, il suffit de savoir à quel endomorphisme on a affaire. Alors, ce qui était pratique, c'est qu'avec les matrices orthogonales directes, on a dit, on a affaire à un endomorphisme qu'on ne connaît pas, on décide que c'est une rotation. Ça vous va? Alors que là, on va voir qu'on a affaire à un endomorphisme qu'on connaît déjà. Proposition
avec les notations ci-dessus, avec les notations ci-dessus, petit f est, alors la symétrie orthogonale par rapport à une droite vectorielle que je vais appeler engendrée par V par rapport à D égale R fois V, où V est bien sûr un vecteur non nul, où V, et on peut même écrire le vecteur unitaire, est un vecteur de R2, est un vecteur non nul de R2, non nul de E2, tel que, j'ai la place d'écrire, non nul de grand 2, tel que l'angle qu'il forme avec I, c'est phi sur 2. Phi sur 2 modulo 2pi. Alors, je vais faire un petit dessin. En fait, vous voyez, comme il n'y avait que deux catégories de matrices orthogonales, il n'y a que deux catégories d'endomorphismes orthogonaux. En dimension 2, hein. Attention, en dimension 3, je répète, l'année prochaine, il y en aura plus. Mais les endomorphismes dont les matrices sont des matrices R, on a décidé de les appeler des rotations. Alors que les endomorphismes dont les matrices sont des matrices S, tout ça sur des BOND, il n'y a pas besoin de leur donner un nom. C'est déjà quelque chose. C'est ce qu'on appelle une réflexion d'axe D. Alors, le schéma, c'est le suivant. Hein. Ici, vous avez ma base bêta égale IJ. Hein. Bêta égale IJ. Je ne sais plus en quelle couleur je l'avais fait. Vert, je crois. Là, vous trouvez le réel phi sur 2. Ça, vous appelez ça D. Bien sûr, qui dit D en dimension 2 dit D orthogonal. Eh bien, vous voyez que l'application qui est sous nos yeux là, c'est l'application qui a un vecteur x comme celui-là, là, associe, tac, 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 tac. C'est à peu près correct ce que je fais là. F de x, je mets en rouge. Si x est là, f de x est là. Donc ça c'est i, ça c'est j. Et le vecteur v, au besoin, vous le prenez, le vecteur v, au besoin, vous le prenez normal, unitaire, je veux dire. Donc ici, vous pouvez vous arranger ici pour que v, ce soit lui, là. Mettre en rouge. Voilà v. En rose, c'est x, x est envoyé sur f de x. Alors, bah ça aussi, exercice du cours. De cours. Bref. Exercice de cours. On fera si on a le temps, hein, je vous l'avoue. Je ne sais pas trop si on a le temps. Alors attention, là, contrairement à ce qui se passe, bon, vous avez compris l'idée? C'est qu'on n'a pas besoin d'inventer des
nouveau nom d'endomorphisme pour les endomorphismes orthogonaux non spéciaux, ou orthogonal indirect en dimension 2. C'est tous des réflexions. Bon, la conséquence, c'est quoi? Conséquence, d'abord, sont des symétries orthogonales par rapport à une droite. Les endomorphismes orthogonaux indirects de grand 2 sont les réflexions. Qu'est-ce qu'on appelle une réflexion? Je l'ai dit il y a longtemps, les réflexions de E2. Qu'est-ce que c'est que ce mot qui résume pas mal de choses en un seul? Un rappel de vocabulaire. Rappel de vocabulaire. Allez, je ne sais pas si c'est du rappel, donc j'écris vocabulaire. Une réflexion dans un espace vectoriel euclidien, est une symétrie orthogonale par rapport à un hyperplan. Un hyperplan. Bon, ici, la dimension de E2, c'est 2. Ici, la dimension de E2 égale 2. Donc, les hyperplans, c'est qui? Donc, les hyperplans sont les... C'est quoi un hyperplan? De façon très générale, un espace qui a une droite vectorielle qui est un supplémentaire, et en dimension finie, c'est quelque chose dont la dimension est n-1 quand la dimension de l'espace c'est n. Donc ici, l'espace c'est de dimension 2, donc l'hyperplan c'est les espaces vectoriels de dimension 1, et les espaces vectoriels de dimension 1, ça porte un nom, c'est les droites vectorielles. Sont les droites vectorielles. Autrement dit, au lieu de réflexion de E2, qu'est-ce que j'aurais pu écrire? Au lieu de réflexion de E2, j'aurais pu écrire symétrie orthogonale par rapport à aux droites vectorielles. Eva? Pardon? Ben parce que leur déterminant c'est -1. On a dit que les matrices orthogonales se divisaient en dimension 2. Encore une fois, ça ne sera pas pareil en dimension 3. Les matrices orthogonales en dimension 2 sont de deux catégories. C'est l'union de deux ensembles. Un ensemble qu'on a appelé SO2 de R, et qui est caractérisé par le fait qu'en plus d'être orthogonales, elles ont un déterminant égal à 1, et SO- de R, qui est caractérisé par le fait qu'en plus d'être orthogonales, elles ont un déterminant égal à -1. Comme sur une BOND, les endomorphismes orthogonaux ont des matrices orthogonales, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc un endomorphisme orthogonal direct, c'est celui qui, sur une BOND, a une matrice de type R, dans SO2, et un endomorphisme orthogonal indirect, c'est celui qui, sur une base orthonormale directe, a une matrice de type S. D'accord? Alors, dans le plan, tout est simple, quoi. Il n'y a que les rotations et les réflexions. Attention, et je termine avec cette remarque, les rotations ont quelque chose de très pratique, c'est qu'en fait, on a vu que si on change de base orthonormale directe, la matrice ne change pas. Eh bien, c'est faux pour les réflexions. Remarque, pour finir, je vais essayer de garder le schéma. Remarque, pour finir, remarque, attention, attention.
Pour F appartenant donc à O de E2 privé de SO2 E2, Eva, je te rappelle que ça veut dire F appartient à O de E2 et déterminant de petit f égale moins 1. C'est orthogonal, mais le déterminant est égal moins 1. La matrice, contrairement à la matrice de petit f dans une base orthonormale directe de E2 dépend du choix de celle-ci. Ce qui justement ne se produisait pas. La matrice, ici je prends F, appartient à O2 de R, et je dis que sa matrice dépend du choix de celle-ci. Ce qui ne se produisait pas pour les endomorphismes qui étaient dans orthogonaux directs, parce que c'était des rotations. Et la rotation, si vous changez de BOND, la matrice reste la même. D'accord? Alors, par exemple, sur le dessin qui est là, exemple là, dans l'exemple ci-contre, dans l'exemple correspondant au schéma là, qu'on a fait là, au schéma ci-contre, ci-dessus, pour vous. Si on pose petit f égale SD, symétrie orthogonale par rapport à D, ça vous va? Qu'est-ce que c'est que la matrice ici, je vais inventer, si vous voulez, un vecteur orthogonal à V, que je vais appeler, le V c'est celui-là, hein, vous êtes d'accord? Et celui-là, je vais l'appeler, eh bien, évidemment, W. Donnez-moi la matrice dans la base IJ de petit f, c'est-à-dire SD, et donnez-moi la matrice dans la base VW de SD. Alors, la plus simple, d'abord ça, on a vu ce que c'était, puisque le schéma a été créé en disant que c'est l'endomorphisme dont la matrice sur la base IJ est S indice phi. Donc ça, c'est S indice phi, qui est, je vous le rappelle, cosinus phi, sinus phi. Ici, vous avez sinus phi. Et là, vous avez cosinus phi, phi étant le double de ce que j'ai écrit, là. Et sur VW, c'est quoi? Donc là, ça peut être de nombreux, hein, ça dépend, tout dépend de l'angle formé entre I et V. Il n'y a pas de moins? Ah pardon, j'ai oublié le moins. Je voulais pas interférer avec celui-là, mais évidemment, il faut mettre le moins. Et quelle est la matrice sur la base VW? N'oubliez pas ce que ça veut dire, hein. Il faut mettre ici les coordonnées de F de V en fonction de V et W. Mais V, qu'est-ce qui devient par la symétrie orthogonale d'axe D? Il ne bouge pas, il est invariant. Donc c'est quoi la première colonne de la matrice? F de V égale 1V plus 0W. Et W, qu'est-ce qui devient par la... Donc c'est quoi la deuxième colonne de la matrice? 0 et moins 1. Et évidemment, vous voyez que ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas ça. Notamment parce que l'angle phi que j'ai choisi, vous voyez qu'il n'a pas un sinus égal à 0. Donc attention. Certes, les réflexions ont des matrices orthogonales
sur une base orthonormale, ça vous va ça? Les réflexions sont des endomorphismes orthogonaux. Donc si on prend leur matrice sur une base orthonormale, on trouve une matrice orthogonale. D'accord? Mais le problème, c'est que cette matrice, elle change à chaque fois qu'on change de base. Alors, elle change de base. En général, on garde toujours des bases orthonormales. Mais même si vous prenez une base orthonormale de même sens, la matrice changera si vous changez de BOND. Alors que pour les rotations, c'est pas le cas. Et du coup, là, avec la base GW, c'est plus une matrice de Ça réflexion. Ben si, bien sûr, c'est une matrice de réflexion. Ah oui. D'ailleurs, bonne question, est-ce qu'elle est orthogonale? Est-ce qu'elle est orthogonale? On est en dimension 2, il suffit de se demander si ces deux vecteurs ont un produit scalaire égal à 0. Réponse oui. Quelle est la norme de la première colonne? Racine de 1 plus 0, ok, ça fait 1. Donc ça, c'est bien une matrice orthogonale. Orthogonale au sens de transposer de cette matrice fois elle-même, ça fait I2. D'accord? Et son déterminant, c'est quoi? C'est moins 1. Donc ça, c'est même la plus simple des matrices orthogonales indirectes. La plus simple, entre guillemets, des matrices orthogonales directes, c'est quoi? C'est I2. Bon, voilà pour ce cours. Bon, vous avez bien retenu qu'il y a deux catégories de matrices orthogonales. Et donc, deux catégories... en dimension 2, hein, je répète, j'aurais dû le dire, en dimension 2, il y a deux catégories de matrices orthogonales. Il y a donc deux catégories d'endomorphismes orthogonaux qu'on caractérise chacun en donnant leur matrice sur des BOND. Ça vous va? Allez, on arrête là. Du coup, on peut